Mère, vos berceaux sont des armées endormies. Cette phrase, attribuée à Adolf Hitler, laisse clairement entendre quelle était son intention concernant le rôle des femmes pendant le Troisième Reich. Bien que, dans les premières années du nazisme au pouvoir, la fonction des femmes en tant que mères, nourrices et génitrices du régime ait été largement remplie, les années de conquête et les guerres ultérieures ont modifié de manière substantielle ces occupations. La plupart des études et recherches sur l'époque mettent en lumière l'importance des hommes dans le développement, la consolidation et la chute du gouvernement nazi. Cependant, les femmes ont joué un rôle essentiel dans le mécanisme de la société allemande des années 30, contribuant à l'endoctrinement, à la diffusion de l'idéologie aryenne dans les territoires conquis. Nous vous souhaitons la bienvenue dans une nouvelle vidéo, où nous vous raconterons tout cela et bien plus encore sur la dévotion et le rôle des femmes dans le régime national-socialiste, l'ascension d'Adolf Hitler et la campagne de déification. La première chose à comprendre est que les femmes ont cédé à l'espoir incarné par la figure d'Hitler dans la même mesure que la population masculine, dans le cadre d'une société allemande moralement affectée par les crises économiques, politiques et sociales qui ont eu lieu pendant la soi-disant République de Weimar. Il s'agit du nom donné au pays pendant la période suivant la fin de la Première Guerre mondiale, à partir de 1918, jusqu'à l'ascension au pouvoir absolu d'Hitler en 1933. Ce fut un processus marqué par les désavantages que représentait pour l'Allemagne le traité de Versailles, un accord de paix signé après le conflit militaire qui rendait principalement le pays responsable des dégâts causés et l'obligeait à payer des indemnités colossales à d'autres États. Cependant, ce n'était pas le seul événement qui a sapé le moral et l'économie du peuple allemand dans les années 20. En 1923, une hyperinflation a fait en sorte que la monnaie locale, le mark, soit pratiquement inutilisable. En juillet de cette année-là, le dollar est passé de valoir 18 000 marks à 350 000, puis 1 million au début du mois d'août, 4 millions à la mi-août et 160 millions à la fin du mois de septembre. Ces chiffres astronomiques ont détruit les économies des épargnants, de la classe moyenne et d'une grande partie des salariés. Comme si cela ne suffisait pas, après une brève reprise économique dans les années suivantes grâce au lancement d'une nouvelle monnaie, la fameuse Grande Dépression de 1929 a affecté directement la République de Weimar, qui dépendait des prêts en provenance des États-Unis, arrêtés de manière brutale après l'effondrement de la bourse de New York. Encore une fois, les Allemands ont dû faire face à une crise profonde, caractérisée par le chômage, la fermeture des industries et la chute de l'activité économique. Mais l'économie n'a pas été le seul secteur marqué par l'instabilité pendant ces années. Dans le cadre des crises, les partis politiques de l'époque ont tenté de capter le mécontentement général, adoptant des mesures extrêmes qui ont conduit à une instabilité sociale et politique constante. Les révoltes entre les factions de gauche, motivées par le récent triomphe de la révolution russe, et celles de droite, étaient courantes durant la première moitié de la décennie. De plus, la montée des idéologies extrémistes a été évidente face au républicanisme affaibli de Weimar. C'est dans ce contexte que la figure d'Adolf Hitler commence à émerger en tant que leader du Parti national-socialiste, fondé en 1919. Sa première tentative de prendre le pouvoir fut un coup d'État, connu sous le nom de putsch de la brasserie, vers novembre de 1923. Il s'agissait d'une tentative ratée qui lui a valu 1 an de prison et l'interdiction temporaire du parti. Après cet événement, Hitler et ses partisans ont lancé une forte campagne de déification visant à ériger le politicien en un leader de masse, avec une histoire mythique entourée de réalisations et de caractéristiques qui le rapprochaient d'un dieu ou d'un sauveur. Les campagnes de presse dans le journal nazi Völkischer Beobachter, le Observateur du peuple, dirigé par son chef de la propagande, Joseph Goebbels, ont renforcé son image de héros de la Première Guerre mondiale, où il avait combattu, ainsi que celle d'un homme venu sauver l'Allemagne. Le mythe s'est développé parallèlement au mécontentement envers une république qui ne résolvait pas les problèmes de la population allemande démoralisée. Les campagnes s'adressaient à tous, hommes, femmes, jeunes, riches et travailleurs. Les dirigeants du parti ont eux-mêmes reconnu avoir utilisé la couleur rouge dans leur iconographie pour obtenir le soutien des ouvriers de gauche et de droite. L'idée principale était de retrouver la grandeur du pays, de restaurer sa morale et sa prospérité.
quelque chose qui ne pouvait être accompli que sous le leadership d'un homme. Le chemin réussi d'Adolf Hitler vers le pouvoir a commencé par la voie démocratique. Les campagnes de propagande mythifiant son image ont donné des résultats au niveau électoral, ce qui a conduit à une croissance du parti nazi au sein du Parlement allemand vers la fin de la décennie des années 20 et au début de celle des années 30. Après avoir triomphé lors des élections de 1932, bien qu'il n'ait pas obtenu la majorité absolue au Parlement, une série d'événements ont fini par confier la totalité du pouvoir au désormais leader absolu de l'Allemagne, qui a renommé le pays en Troisième Reich. L'incendie du Parlement, l'adoption de la loi habilitante et le décès du dernier président de l'Allemagne, Paul von Hindenburg, ont été décisifs pour qu'Adolf Hitler prenne un contrôle absolu de l'État. La population semblait prête à accepter les rares garanties démocratiques de cette ascension, convaincue du charisme et de la capacité du nouveau leader. Cette conviction a inclus une grande partie des femmes qui vivaient dans l'un des contextes les plus progressistes d'Europe dans les années 20. La Constitution de Weimar, adoptée en 1919, a proclamé le droit de vote des femmes après de fortes revendications de leaders suffragistes tels que Clara Zetkin et Rosa Luxemburg. Lors des élections de cette année-là, 82,3% des femmes allemandes ont voté pour la première fois et 9% de l'Assemblée nationale a été occupée par des femmes. Cependant, cela n'a pas suffi pour soutenir une république marquée par les crises déjà décrites, qui a vu sa fin aux mains du leader absolu du Troisième Reich en 1933. Alors, pourquoi ont-elles soutenu Hitler malgré le recul de leurs droits? Le soutien des femmes à Hitler et leur rôle pendant le Troisième Reich. Dès ses débuts, le Parti national-socialiste a nié la participation des femmes en tant que membres de son comité directeur. Avec l'ascension de la popularité et du rôle du parti au Parlement, Hitler ainsi que son chef de la propagande, Joseph Goebbels, ont commencé à élaborer des allusions directes pour conquérir ce secteur de la population. La femme est la compagne sexuelle et de travail de l'homme. Elle l'a toujours été et le sera toujours. Même dans les conditions économiques actuelles, cela doit être ainsi. Autrefois dans les champs, aujourd'hui dans les bureaux. L'homme est l'organisateur de la vie, la femme est son aide et son organe exécutif. Ces opinions sont modernes et nous élèvent au-dessus de toute la rancœur nationaliste allemande, écrivait Goebbels en 1932. Parmi les 37 femmes députées qui occupaient une position au Parlement, aucune n'a survécu après les élections de novembre de 1933, une fois que le nazisme était pleinement au pouvoir. Sur le plan socio-culturel, des questions comme la liberté sexuelle, le maquillage et la mode étaient beaucoup plus restrictives pour les femmes par rapport aux années précédentes. Il leur a également été interdit d'exercer certaines professions et l'avortement a été prohibé. En revanche, un modèle idéal de femme au foyer a été promu, avec des traits archétypaux ariens et mère de nombreux enfants. À tel point qu'à partir de 1939, un prix connu sous le nom de Croix d'honneur de la mère allemande a été attribué aux femmes ayant 4 enfants ou plus. Celles ayant jusqu'à 5 enfants recevaient une décoration en bronze. Celles ayant donné naissance à entre 6 et 7 enfants recevaient une croix en argent. Et à partir de 8 enfants, le prix était en or. Plus de 5 millions de femmes ont été récompensées par l'une de ces décorations pendant le régime. Les premières études historiques sur cette époque se sont concentrées sur la dévotion envers Hitler, de la part de la population masculine ou générale. Mais peu ont fait de même avec les femmes, d'autant plus en tenant compte de ses potentiels désavantages. Cependant, ces dernières décennies ont vu émerger d'autres recherches sous une perspective féministe, qui mettent en évidence certaines caractéristiques déterminantes d'Hitler et de son programme pour séduire ce secteur. Tout d'abord, le caractère érotique du personnage, qui s'ajoute au processus de mythification générale et au culte de sa personnalité. Pour de nombreuses femmes allemandes, Hitler était aussi un symbole sexuel. Elles lui envoyaient des milliers de lettres suggestives et l'attendaient à la sortie de chez lui, où elles lui criaient des phrases osées et se précipitaient même pour l'embrasser. Stratégique, le Führer affichait une image de célibataire, allant jusqu'à affirmer qu'il était marié à l'Allemagne. Sa compagne la plus connue, Eva Braun, est restée en dehors du regard public jusqu'à la fin de ses jours, car Hitler pensait qu'il pourrait perdre l'intérêt de nombreuses femmes si elles apprenaient cette relation. D'autre part,
des milliers de femmes ont trouvé un but dans la structure sociale du nazisme, séduites par l'idée de contribuer à la reconstruction de l'Allemagne, que ce soit par des tâches domestiques ou en occupant des postes de travail pour soutenir les soldats. Il s'agissait de faire partie de quelque chose de plus grand, en obéissant aux directives du leader charismatique dans la place de la société qu'il croyait que chaque habitant devait occuper. Dans une vision différente, l'historienne Gisela Bock place les femmes allemandes comme des victimes du nazisme, tant les juives, ce qui est une évidence, que les non-juives. Selon Bock, cette époque se caractérisait par un sexisme raciste qui obligeait les femmes à avoir des enfants pour des raisons raciales. Il ne s'agissait pas seulement d'une imposition en raison de leur statut de femme, mais aussi parce qu'elles étaient considérées comme faisant partie d'une race supérieure qui devait être procréée. Victimes ou complices, il ne fait aucun doute du soutien de la population féminine envers Hitler, au même titre que celui qu'il a reçu de la part de la population masculine. L'historienne Helen Bock souligne même une plus grande augmentation du soutien féminin par rapport à celui des hommes à partir de 1928, ce qui se reflète dans l'augmentation du nombre de femmes électrices à chaque scrutin depuis cette date. Les raisons qu'elle avance ne diffèrent pas de celles qui ont conduit la société en général à adorer Hitler, soulignant que, dans ce contexte, c'était sa personnalité et le parti qui incarnaient le mieux les désirs du peuple allemand, au-delà de possibles désaccords sur des politiques spécifiques qui les affectaient dans des questions individuelles. Quel rôle occupaient les femmes allemandes à l'époque du national-socialisme? Avec l'homme né en Autriche devenu le leader suprême de l'Empire allemand, les femmes ordinaires se consacrèrent à la tâche qui leur était assignée, être le soutien des foyers, procréer et maintenir l'ordre économique du foyer pendant que leur mari travaillait. L'aviateur et dirigeant du parti, Hermann Göring, exprima clairement en 1934 que l'avenir des femmes allemandes était de prendre une casserole, une pelle à poussière, un balai et se marier avec un homme. Un ancien principe élaboré par l'empereur Guillaume II d'Allemagne fut également diffusé, résumant le rôle féminin en 3 cas. Kinder, Küche, Kirche, ce qui signifie enfant, cuisine, église. Ces principes parvinrent à la population sous différentes formes, depuis l'iconographie officielle, avec des dessins, des affiches et des journaux qui les montraient à leur place souhaitée, jusqu'aux institutions éducatives, où les matières scientifiques furent remplacées par d'autres liées à l'économie domestique pour les femmes. De plus, des politiques concrètes furent mises en place pour encourager la procréation, comme l'octroi de prêts matrimoniaux de 1000 marks pour les couples jeunes souhaitant fonder une famille et remplissant certains critères. Parmi ces critères, il y avait l'obligation de se soumettre à un examen médical pour déterminer qu'il ne souffrait pas de maladies héréditaires et que la femme cesse de travailler, le cas échéant. Il convient de noter que 1000 marks représentaient un salaire annuel moyen d'un travailleur allemand, mais les fonctions allèrent bien au-delà. Bien qu'au départ les hiérarques nazis se soient opposés, avec le temps certaines professions furent exercées par des femmes, soit par nécessité, soit en raison de l'expérience préalable. L'une des fonctions essentielles fut celle des soins infirmiers. Des milliers de femmes collaborèrent avec le régime en fournissant des soins médicaux dans les territoires occupés par l'Allemagne pendant la période précédente ou au début de la Seconde Guerre mondiale, comme l'Autriche ou la Pologne. Elles furent également fondamentales dans l'exécution d'une politique de purification ethnique. En premier lieu, au sein de la fondation Lebensborn, une institution de procréation assistée créée par le dirigeant Heinrich Himmler en 1935, où l'on incitait les soldats à se reproduire uniquement avec des femmes aryennes respectant le mandat des 3 K. Selon l'historien Larry Thompson, plus de 20 centres Lebensborn furent créés à la fois en Allemagne et dans les territoires occupés, où naquirent plus de 20 000 enfants qui, dans la majorité des cas, furent adoptés par des familles considérées comme racialement pures. De nombreuses femmes furent également importantes pour une autre politique de pureté raciale, connue sous le nom d'Action T4. Il s'agissait d'une part de la stérilisation massive des personnes atteintes de maladies héréditaires, qui déboucha ensuite sur un massacre généralisé par euthanasie de ces personnes et de nombreuses autres ne correspondant pas aux idéaux du parti. Ce groupe incluait par exemple des hommes et des femmes présentant des problèmes génétiques ou des handicaps physiques.
On estime que près de 300 000 personnes furent exterminées avec la participation clé d'infirmières et de sages-femmes. Ces sages-femmes étaient également responsables de l'enregistrement des naissances à domicile, car accoucher dans des cliniques n'était pas encore une pratique généralisée, et elles recevaient des primes supplémentaires pour signaler les cas d'enfants présentant des malformations. Sur ces politiques, l'historienne Claudia Kuntz affirme dans son livre « Les mères dans la patrie, les femmes, la famille et la politique nazie que la population féminine n'était pas innocente, mais qu'elle a facilité les meurtres commis par l'État au nom d'intérêts qu'elles ont définis comme maternels. » Elle soutient que, dans de nombreux cas, le rôle défini par les hiérarques nazis leur a permis d'acquérir une identité en tant que femmes au foyer et qu'elles ont bénéficié de mesures, telles que les crédits pour la natalité, dans le but de stabiliser le système. Pour inculquer ces idées à la société, non seulement les mécanismes de propagande étaient importants, mais aussi la formation initiale et l'éducation secondaire des femmes. Dans ce domaine, leur participation a également été essentielle. Des milliers d'enseignantes et d'instructrices ont pris en charge l'éducation des enfants orphelins de guerre selon les idéaux du nazisme. Parallèlement, dans les écoles d'Allemagne, garçons et filles étaient instruits de manière égale, mais uniquement au niveau primaire. Dans les années du secondaire, une série d'institutions créées pour l'éducation des femmes idéales selon les critères national-socialistes ont été cruciales. L'une des plus reconnues fut les jeunesses hitlériennes, où, à partir de l'année 1933, des enfants âgés de 10 à 17 ans commencèrent à y entrer dans le but de les préparer militairement à servir dans les SS, une organisation paramilitaire de grande importance durant les années du nazisme. Bien sûr, cet enseignement était destiné aux garçons, mais il existait une branche féminine appelée Bund Deutscher Mädel ou Ligue des jeunes filles allemandes. Là, les jeunes filles âgées de 10 à 18 ans entraient après avoir terminé leurs études primaires. Depuis l'année 1936, cela devint une inscription obligatoire, de sorte que toutes les adolescentes du pays suivaient cette formation, à condition de pouvoir prouver qu'elles étaient nées en Allemagne, qu'elles ne souffraient pas de maladies héréditaires et qu'elles avaient moins d'1/8 de sang juif. Elles y accomplissaient diverses tâches, socialisaient et étaient instruites sur leur futur rôle dans le régime. Par exemple, elles apprenaient le travail social, l'agriculture, le ménage et l'économie domestique. Elles pratiquaient également des activités physiques, bien que moins que les garçons, car la participation militaire des femmes n'était pas envisagée. Cette formation comprenait des jeux en plein air, de l'athlétisme, de la gymnastique et parfois de l'escrime, de l'aviron et du patinage sur glace. D'autre part, la socialisation était encouragée par des activités récréatives, telles que les célèbres soirées à la maison. Des témoins de l'époque relatent que les mercredis après-midi, ces événements étaient organisés entre filles de 15 à 20 ans, où elles débattaient d'art et de culture générale. Elles effectuaient également des travaux de charité, tels que la collecte de vêtements, de nourriture, de charbon et d'autres éléments utiles pour les familles pauvres pendant l'hiver. Cependant, l'un des moments les plus attendus pour des milliers de jeunes Allemandes était les camps. Parfois, elles voyageaient à l'étranger et dans les territoires annexés. Dans un contexte où peu de familles pouvaient se permettre de voyager et de prendre des vacances, les adolescentes savouraient l'excitation de ces voyages et de découvrir d'autres endroits. Dans les premières années, la Ligue des jeunes filles allemandes était dirigée par Baldur Benedikt von Schirach, le même chef des jeunesses hitlériennes, mais en 1934, la direction fut confiée à une femme nommée Trude Mohr, qui déclara que le peuple a besoin d'une génération de filles saines de corps et d'esprit, sûres d'elles et décisives, fières et confiantes pour l'avenir. Une génération qui assume sa place dans la vie quotidienne avec aplomb et discernement. Une génération libérée de toute émotion sentimentale et enthousiaste et qui, précisément pour cette raison, dans une féminité clairement définie, serait la compagne d'un homme, car elle ne le considérerait pas comme une sorte d'idole, mais comme un partenaire. En 1937, Mohr se maria et, selon les directives du parti, les femmes qui travaillaient devaient être célibataires et sans enfants. C'est pourquoi elle dut laisser sa place à la psychologue Jutta Rüdiger, qui adopta une politique plus stricte et dirigea la Ligue jusqu'à sa dissolution en 1945. À partir de 1938, une nouvelle section intitulée Glaubenschönheit ou
Société de la foi et de la beauté, fut ajoutée, destinée aux jeunes filles de 17 à 21 ans ayant passé par la BDM. Cette formation était plus orientée vers la vie adulte et visait à enseigner en détail les activités liées au mariage et à l'entretien du foyer. Mais la machinerie d'endoctrinement ne s'arrêtait pas là. Elle se poursuivait tout au long de la vie adulte. Bien que le parti nazi n'acceptait que des femmes ayant une activité spécifique dans le système, comme infirmières ou cuisinières, n'importe qui pouvait rejoindre la branche féminine du parti appelée Ligue nationale socialiste des femmes, ou NS-Frauenschaft. Fondée en 1931, sa croissance est une autre démonstration de la dévotion de ce secteur envers le Führer. En 1938, elle comptait 2 millions d'adhérentes, soit 40% de l'ensemble des militants du parti nazi. La dirigeante principale depuis sa création fut Gertrude Scholz-Klink, une femme fondamentale dans la structure de propagande, de formation et de discipline du secteur féminin. Scholz-Klink dirigea la Ligue des femmes sous le titre de Reichsfrauenführerin, un rang équivalent à celui des dignitaires des SS. Bien qu'elle n'occupât pas de poste officiel au sein du parti, sa participation fut si importante qu'elle devint connue sous le nom de la femme Führer, en plus de représenter un modèle idéal de féminité pour la société nazie. Mère de 11 enfants et fidèle supportrice des politiques de Hitler, elle devint une figure influente pour toutes les femmes de l'époque, dotée d'une grande oratoire et proche des dirigeants du parti. À cet égard, elle fut l'une des rares à s'approcher de l'élite dirigeante en tant que femme. Elle intégra un espace d'influence et fut invitée au congrès du parti. Cependant, la vision de Scholz-Klink a été modifiée sous la pression de la guerre. À la fin des années 30, le conflit le plus sanglant de l'histoire éclata, et la propagande destinée aux femmes changea des images maternelles et domestiques à celles de soignantes et de combattantes sur le front intérieur. Gertrude elle-même écrivit quelques lettres et articles relatant l'histoire des héroïnes de la Première Guerre mondiale. Dans une interview avec l'historienne Claudia Kunz, la femme Führer, qui n'a jamais montré de regret pour ses actes, affirma qu'elles avaient fait un bon travail en insufflant dans la vie quotidienne de toutes les femmes allemandes, même dans les plus petits villages, les idéaux nazis. Ces structures dédiées à la formation féminine ne furent pas seulement importantes pour diffuser l'idéologie nazie de la femme parfaite, elles convinrent également les femmes de leur importance dans le nouveau contexte de guerre. Comme Scholz-Klink, tous les dirigeants, la propagande et les politiques nazies concernant la place des femmes furent modifiés par la nécessité qu'elles remplissent de nouvelles fonctions. À ce moment-là, la dévotion à Hitler était suffisante pour donner sa vie pour le leader et pour l'Allemagne. Au début, elles durent occuper les postes laissés vacants par la participation des hommes sur le front. Les femmes entrèrent dans des institutions, des usines et des fermes et participèrent à d'autres activités où la main-d'œuvre était rare. Avec l'avancée du conflit, la direction du parti dut changer sa position et autoriser l'inscription des femmes dans l'armée. En le cadre du service du travail du Reich, une autre structure qui obligeait les jeunes hommes à travailler dans différents secteurs pendant 6 mois avant d'intégrer le service militaire, une campagne de recrutement pour les femmes a commencé en 1939. Elles étaient souvent envoyées dans les territoires de l'Est pour travailler comme enseignantes, infirmières et secrétaires. De plus, elles écrivaient des lettres, confectionnaient des uniformes militaires, opéraient les téléphones et travaillaient dans les usines de munitions. Certaines ont même intégré la défense anti-aérienne en tant qu'opératrices de matériel d'écoute ou employées de services météorologiques. En 1945, année de la chute du régime et de la fin de la guerre, il y avait un demi-million de femmes collaborant avec les forces armées unifiées d'Allemagne. Elles faisaient également partie du plan d'extermination du peuple juif. Les femmes appartenant à l'aile féminine des SS agissaient en tant que gardiennes et infirmières dans des camps de concentration tels qu'Auschwitz et Majdanek. Des annonces étaient publiées dans les journaux offrant de bons salaires et des opportunités de carrière, ce qui attirait de nombreuses femmes de classes sociales inférieures qui finissaient comme gardiennes dans les centres d'extermination. Le plus significatif était le camp de concentration de Ravensbrück, spécialement destiné aux femmes. Dans ces lieux, elles commettaient les mêmes actes que les gardiens masculins: mauvais traitements, tortures, déshumanisation, meurtres et stérilisation des femmes juives pour empêcher la descendance. On estime que, parmi un total de 50 000 gardiens dans les camps,
5 000 étaient des femmes. En ce qui concerne les victimes, plus de 100 000 prisonnières ont traversé les camps de concentration, principalement à Ravensbrück, où plus de 30 000 sont mortes dans des chambres à gaz, de travaux forcés ou de famine. L'historienne Kate Docking soutient dans son livre « Femmes administratrices du Troisième Reich » que, bien que les femmes allemandes n'aient pas exécuté d'ordre direct pour la persécution des Juifs et des Juives, sans leur participation en tant que gardiennes, opératrices téléphoniques et secrétaires, le génocide n'aurait pas été possible. Elle insiste sur la responsabilité de ce secteur de la population, que ce soit par action ou par omission. Magda Goebbels, une figure féminine importante pour le maintien du régime. Les femmes ordinaires du pays ont rempli diverses fonctions en vue de la renaissance de l'Allemagne sous les ordres du Führer. Mais pour maintenir la fidélité, l'influence et le reflet de certaines figures féminines de l'époque étaient également importantes. L'une des plus reconnues est Magda Goebbels, épouse du ministre de la Propagande. Elle le rencontra après un mariage raté avec un homme plus âgé, lorsqu'elle commença à assister aux réunions du Parti national-socialiste. Elle fut immédiatement éblouie par sa capacité oratoire. Ils commencèrent à travailler ensemble, puis tombèrent amoureux, et son partenaire devint l'une des figures les plus influentes du régime, lui en tant que diffuseur et propagandiste, elle en tant que figure inspirante pour les femmes. Avec Gertrude Scholz-Klink, elles furent les principales responsables de la diffusion du rôle du secteur féminin et de la manière dont devait être la femme idéale pendant le Troisième Reich. Magda fut plus importante qu'Eva Braun, la compagne d'Hitler qui est restée en retrait pendant le gouvernement nazi. Au contraire, l'épouse de Goebbels se mérita le surnom de « première dame du Troisième Reich » grâce à sa représentation en tant que figure féminine lors des événements officiels et des visites internationales. Elle remplit son rôle de diffusion de la fonction de la femme allemande en tant que mère, épouse et responsable du foyer. Par la suite, son discours tourna autour des besoins de la guerre. Le couple Goebbels eut un rôle central pour maintenir la conviction de la population allemande envers le régime lorsque les défaites commencèrent à arriver vers la fin du conflit militaire. Surtout, dans la dernière étape, moment où Hitler devint plus replié sur lui-même et réduisit ses apparitions publiques. Tous deux restèrent fermes et accompagnèrent le Führer jusqu'à sa décision de mourir. Avec l'invasion de l'armée rouge sur Berlin, le couple se réfugia dans la chancellerie et Magda rédigea une lettre à son fils qui se trouvait en Afrique, où elle expliquait que le monde ne valait plus la peine sans leur leader. Elle empoisonna donc les enfants qui étaient avec elle, puis se suicida. Comme dans toute période historique, il n'y eut pas seulement des femmes complices, des femmes protagonistes ou des femmes qui omirent les faits. Il y eut aussi celles qui résistèrent aux politiques du nazisme. La population féminine en général accepta ou soutint Hitler comme le sauveur de l'Allemagne, sachant également que celles qui s'opposaient pouvaient être déportées, arrêtées, voire exécutées. Mais un petit groupe protesta et paya de sa vie. Il convient de mentionner l'étudiante universitaire de 21 ans, Sophie Scholl, membre du groupe La Rose Blanche, avec qui elle distribuait des tracts portant des phrases telles que « Tout Allemand honnête a honte de son gouvernement actuel » ou « Toutes les paroles qui sortent de la bouche d'Hitler sont des mensonges ». L'idée était d'exercer une résistance pacifique sans violence, mais cela suffit pour que la Gestapo les capture, elle et son frère Hans, et les exécute tous deux pour trahison à la patrie sur la guillotine en 1943. Comme toute jeune Allemande née à cette époque, Sophie avait intégré la Ligue des filles allemandes, bien que dans son cas, la machine de l'endoctrinement ait eu l'effet inverse. Une autre étudiante, Lieselotte Hermann, s'opposa à la nomination d'Hitler comme chancelier en 1933. Membre active du Parti communiste allemand et de la résistance au nazisme, Hermann fut capturée en 1935 et exécutée en 1938, devenant ainsi la première mère allemande condamnée à mort sous le régime. On pourrait dire que le soutien des femmes allemandes à Hitler était influencé par diverses questions, certaines liées au culte généralisé de la société germanique envers un leader qui renouvela l'espoir de la renaissance du pays après des années de crise économique, politique et sociale. De plus, beaucoup de femmes trouvèrent dans la figure du Führer un modèle charismatique, masculin et héroïque. Pour forger la construction de ce profil, il était nécessaire de recourir au mécanisme de propagande exécuté par Joseph Goebbels, accompagné de la figure féminine de Magda.
qui apporta une image d'inspiration pour ce secteur de la population. Une fois au pouvoir, les idéaux nazis façonnèrent les jeunes femmes dans les institutions éducatives d'endoctrinement. Dans cette deuxième étape, l'action de Gertrude Scholz-Klink, la fureur féminine, devint essentielle. Une troisième étape, où la participation plus directe des femmes dans la guerre et dans les camps de concentration fut nécessaire, finit par placer des millions d'Allemandes dans une position de complicité et d'adoration effective envers Hitler pendant le Troisième Reich. Le plan de société offert par le régime présentait un certain attrait pour de nombreuses femmes qui trouvèrent un sens d'appartenance et une fonction au sein d'une structure générale, bien que les tâches spécifiques soient exercées à l'intérieur du foyer. Dans ce sens, l'historienne et conseillère du musée commémoratif de l'Holocauste des États-Unis, Wendy Lower, soutient qu'il ne faut pas considérer toutes les femmes allemandes de l'époque comme des victimes. Parmi les presque 40 millions qu'il y avait en 1939, un tiers était affilié au parti nazi, et ces inscriptions continuèrent de croître au fur et à mesure que la guerre avançait. Lower considère que les femmes allemandes passèrent de simples incubatrices du régime arien, dans leurs fonctions de reproductrices, de nourrices et de ménagères au service du Troisième Reich, à des contributrices des politiques d'extermination dans les camps de concentration, lorsque la main-d'œuvre féminine devint nécessaire dans divers secteurs en raison du conflit militaire.